Bonjour à tous, donc aujourd'hui 8 juillet, on a fini la moisson des orges, comme vous avez pu voir ma vidéo, et j'en profite du coup pour vous faire un petit tour de plaine des cultures de printemps. Vous avez été très demandeurs dans les commentaires pour voir l'évolution des pommes de terre, etc. Donc là on va commencer par le lin, et ensuite le maïs, et après les pommes de terre. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Donc l'arrachage est en cours. Donc là, quand il jaunit, il devient un peu marron, ça veut dire qu'il mûrit, qu'il est normalement mûr. Donc après là on est un peu dans le pire, mais je vais aller vous montrer les longueurs de nappe après. Donc là il y a quand même de la longueur de nappe. On voit, elle se touche pas, donc c'est ce qu'il faut, sinon après pour l'enroulage c'est chiant, même pour le retournage. Mais là elles font bien au moins 80-90 quoi. Peut-être certains ne connaissent pas la culture du lin, c'est une culture assez spécifique à la Normandie, mais c'est une culture à valeur ajoutée pour nos exploitations. Du coup, j'avais fait une vidéo l'année dernière sur vraiment la culture du lin de A à Z. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette culture, je vous invite à regarder ma vidéo. Je vous la remettrai le lien en description. Pour le tour de plaine maïs, je m'en vais rejoindre Alexis de RAGT. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez vu ma vidéo concernant le semis du maïs. Donc il était là pour suivre ça. Et donc là, il vient voir un petit peu l'évolution du maïs. Salut Alexis. Salut Marion. Bon, t'es venu pour faire un petit tour dans les maïs qu'on avait semés fin avril? Et oui, c'est ça, on t'avait confié notre variété RGT de Cheerful. Et je suis venu voir comment se passe ce début de cycle et ce que tu avais pensé du début de cycle de la variété. C'est cool que tu sois venu. Le maïs était un peu pris dans le sec au départ, année un peu sèche, mais finalement là, on a eu de la pluie assez régulièrement. Et là, les maïs sont plutôt très bien poussants. Ok, donc des conditions plutôt favorables pour le développement de la variété. Voilà, franchement c'est plutôt bien, on peut aller voir de plus près si tu veux. Allez, on va voir. On est rentré par là. Oui. Vas-y, je te suis. Voilà. Bon, est-ce que tu vois le jalon, Marion? Pas encore. Ah ben là. Ah, impeccable. Il est là. Voilà, donc notre RGT de Cheerful est sur la gauche, tu me disais. C'est ça. Bon, on va rentrer dans la parcelle, voir un petit peu ce qu'il en est là. Je te propose, Marion, qu'on regarde un petit peu l'enracinement de la plante, savoir si tout s'est bien passé. Carrément. Voilà, donc c'est un peu humide, on arrive à sortir notre plant de maïs. Là, on voit qu'on a coupé quelques racines au moment de l'arrachage, on les voit encore ici. Donc là, c'est plutôt satisfaisant dans le sens où les racines descendent profondément. On voit des racines là, tu vois celle-ci, un peu plus blanches, qui sont encore en cours de croissance. D'accord. Donc ça, c'est que la plante continue à explorer tout l'horizon racinaire et à s'alimenter correctement. Ça, c'est un très bon signal. Et ça, c'est des racines qui vont plutôt chercher les éléments en profondeur. D'accord. Et là, on a des petites radicelles, ces petites racines toutes fines là, qui elles vont chercher les éléments plutôt sur la partie horizon superficielle. D'accord. Donc là, on a une exploration totale de la couche racinaire qui nous permet à la fois d'avoir une bonne alimentation hydrique, mais aussi une bonne alimentation en nutriments. Ouais. Donc ça, c'est un point important dans la culture du maïs, mais comme beaucoup d'autres cultures. En cas de stress hydrique important, de stress climatique, c'est souvent le cas malheureusement de ces dernières années. De plus en plus, ouais. Exactement, et du coup là on a eu quelques épisodes caniculaires il y a quelques jours. Le fait que la plante soit enracinée correctement, ça veut dire qu'elle va bien s'alimenter et derrière elle va pouvoir supporter mieux ces stress hydriques et climatiques. Et ça montre aussi qu'il n'y a peut-être pas de problème de structure du coup sur la parcelle, quoi. Tu as tout à fait raison, c'est effectivement il n'y a pas d'obstacle à l'enracinement de la culture. Ouais.
Donc là, quand on avait parlé au moment du semis de mettre la graine dans les meilleures conditions pour pousser et pour germer, pour se développer correctement. Tu l'as fait en ayant un bon travail du sol, une bonne préparation. Et derrière nous, on te fournit un matériel génétique qui a cette capacité d'émergence rapide, dont on a parlé de vigueur de départ. Oui. Mais il y a aussi la qualité de l'enracinement. Et ça, c'est aussi permis par ce qu'on amène en plus sur nos variétés. Aujourd'hui, on a un enrobage et un biostimulant qui s'appelle le Fortify qui permet justement d'avoir cet enracinement de qualité. Et tous ces éléments, tous ces leviers mis ensemble permettent aujourd'hui d'avoir une implantation satisfaisante. Parfait. Donc là, l'idée, on n'est pas loin du stade floraison. On va regarder si on arrive à observer déjà notre fleur sur le point d'émerger. Donc là, on a enlevé déjà une feuille qui est en cours de déroulement. Et là, on voit qu'il y en a encore une deuxième là. Okay. Et derrière cette deuxième, là, je le sens au toucher. Tu peux regarder si tu veux. Ah donc oui, là, on la sent venir. Ouais. Tu sens ta fleur arriver. Et donc voilà, la fleur de maïs qui est sur le point d'émerger. Donc on a encore 2 feuilles à dérouler. L'année au global, elle est plutôt comment un petit peu précoce quand même. Un petit peu précoce, donc voilà. Vu les conditions météo, on risque de fleurir quand même avant le 14 juillet. D'accord. Et bah, cette date de floraison va avoir une incidence quand même sur la date d'ensilage derrière. Je ne sais pas si tu utilises des outils, il me semble, pour prédire la date. Donc là, c'est assez récent. Depuis 2 ans, on utilise un outil qui prédit la date de maïs ensilage, quoi. Okay. Et donc là, on a eu une première estimation cette semaine qui nous prédit une date au 11 septembre. Ok, ce qui est plutôt précoce par rapport à d'habitude. Voilà, d'habitude, on est plutôt sur des ensilages octobre. Ok. Donc un petit peu plus précoce. Bon, bah affaire à suivre alors. Voilà. Bon Alexis, je te remercie pour ce petit tour. Moi je suis plutôt confiante là par rapport aux allures du maïs. Tu sais que nous c'est la culture principale sur l'exploitation. Il y a à peu près 45 hectares de maïs. C'est aussi l'alimentation de base, c'est surtout l'alimentation de base pour nos vaches laitières. Et donc forcément ça conditionne un peu tout, quoi. Donc c'est important pour nous que tout se passe bien en culture. Bon bah écoute, sois rassuré, tout va pour le mieux, on est à mi-parcours. On va aller tranquillement jusqu'à la récolte, voilà, en croisant les doigts que la météo soit avec nous forcément. Pour rappel, ta variété donc RGT de Cherfoul, donc c'est un indice 240, variété G0, qui a une mixité grain-fourrage, donc ça va avoir un impact sur du travail ici en ensilage, hein, pour rappel. Et on est sur une variété qui est plutôt typée amidon, qui sera complémentaire de ta ration, parce que tu as aussi des fibres via les foins, d'autres ensilage d'herbe, des choses comme ça, j'imagine. Donc voilà, ça vient complètement s'intégrer dans ta ration. Donc au-delà de la performance de la culture, il y a aussi la performance technique et nutritionnelle pour ton troupeau qui va être à regarder, et on se donne rendez-vous à la récolte pour regarder tout ça. Bah carrément, tu viens à l'ensilage? Avec plaisir. On est arrivé dans la pièce de pommes de terre, donc c'est de la variété Nazca. Donc là, si on regarde un peu au niveau du feuillage, là vous pouvez voir en fait là les taches, comme on peut voir un peu ici, en fait ça c'est du mildiou. Donc malgré, donc là pour les pommes de terre on est obligé de passer en fongicide, mais du coup malgré les fongicides appliqués, en fait cette année il y a quand même une forte pression. On a vraiment des chaleurs, enfin voilà, il y a des fortes chaleurs et alternance de pluie assez régulière chez nous, et du coup ça favorise énormément le mildiou. Du coup voilà, on a du mildiou. Si jamais il y en aurait trop, en fait ça pourrait vraiment faire pourrir les tubercules. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Mais là on va regarder aussi, je vais vous montrer, mais on a vu là des dorifores, donc c'est des dorifores adultes. Et en fait les dorifores, il n'y a aucun produit phyto pour pouvoir tuer les dorifores adultes. Les dorifores ils pondent des larves, et mais là il y a des larves de dorifores. Donc là en fait ils mangent les feuilles comme ça. Donc là ils font vraiment des gros dégâts, mais ils s'attaquent toujours en fait aux pieds un peu plus chétifs. Là on est en bordure, donc voilà, ça va, mais voilà les dégâts que ça peut faire, quoi. Donc là on va regarder au niveau des tubercules ce que ça donne. Donc je vais arracher un pied. Donc
voilà, pour l'instant, comme ça. En vrai, elles sont déjà belles, hein. Là, on est le 14 juillet, donc franchement, elles sont déjà belles. Elles vont pas encore être défanées tout de suite, quoi. Il y a encore un peu de temps, donc elles vont encore grossir. Franchement, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de pommes de terre au pied. Là, hop. Là, il y en a encore. Hein. Tac. Donc là, quand on regarde les pommes de terre, elles sont plutôt très bien. La qualité de peau est nickel. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de gale, il n'y a pas de pommes de terre fendues. Elles sont vraiment nickel. Donc voilà, il faut surveiller. Mais pour l'instant, c'est une très bonne qualité. Aussi, je voulais vous donner 2 chiffres clés parce que je trouvais que c'était intéressant de savoir pour les pommes de terre. Alors, est-ce que vous savez combien une personne française elle consomme de pommes de terre chaque année en kilos? Donc en fait, voilà, je vous laisse un peu réfléchir, mais c'est 52 kilos. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment énorme. Donc voilà, on est des très gros consommateurs de pommes de terre. Bah, c'est vrai que ça se mange, il y a plein de façons de les cuisiner, en soupe, en pommes de terre sautées, frites, etc. Et voilà, on en mange 52 kilos par an. Donc il faut savoir aussi que les hectares en France, là, ils ne cessent d'augmenter parce qu'il y a de plus en plus d'usines qui se construisent là dans les Hauts-de-France. Et du coup, là, il va y avoir 50 000 hectares de pommes de terre en plus en France. Donc après, il faut rester vigilant parce qu'on sait, hein, comme je vous avais dit, les pommes de terre, pour la vie du sol, la qualité du sol, c'est pas terrible. Donc il faut trouver le bon équilibre pour protéger nos sols tout en fait produisant ces pommes de terre là, puisque on voit vraiment que on en a besoin. On a aussi les terres pour. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre pour continuer à nourrir tout le monde. Et il faut savoir que du coup, la moitié de la production part à l'export. Ce sont mes ciseaux génisses. Elles vont être inséminées là à partir du mois d'octobre-novembre. Donc celles-là, je les vois moins souvent parce qu'en fait là, elles sont dans une pâture chez mon beau-père. Mais voilà, elles se portent très bien, elles sont pas sauvages, elles me reconnaissent quand même. Hein les filles? Donc elles vont là être inséminées au mois de cet hiver, quoi, cet automne. Alors, ça c'est une partenaise, la marron. Et les autres, c'est des blondes. Donc là, elles me suivent. Ah les filles! Ah oui! Oui, vous êtes vraiment gentilles. Même je la caresse. Hein? Trop gentille. Trop gentille. Alors, j'espère que cette vidéo sur le suivi un petit peu des cultures vous aura plu. Prochaine vidéo programme, partie 2 de la moisson. Et puis, je vous souhaite à tous de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Voilà. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage vraiment à continuer à vous partager mon quotidien. Et puis, je vous dis à très bientôt.